Je suis né à Ottawa, mais je ne suis pas un vrai franco-ontarien parce que mon père est allé travailler à Ottawa alors qu'il était déjà tout à fait adulte. Il a rencontré là celle qui allait devenir sa femme, ma mère, qui, elle, était aussi issue d'une famille québécoise. Alors, ce n'est pas des vrais franco-ontariens. La famille de mon père venait de Montréal et Saint-Eustache. Nos ancêtres avaient été seigneurs de la seigneurie des Mille-Îles. Et du côté de ma mère, son père venait d'un village qui s'appelait à l'époque Sainte-Julie de Verchères, qui s'appelle encore Sainte-Julie, mais qui n'est plus dans le comté de Verchères. J'ai donc grandi à Ottawa et j'ai fait mes premières études à Ottawa dans un quartier sympathique qui s'appelle Lindonley et qui est situé entre deux autres agglomérations outaouaises, totalement différentes l'une de l'autre. D'un côté, Rockcliffe, ou Rockcliffe Park, qui est archi-snob, ultra riche. C'est là qu'il y a les résidences les plus cossues de Ottawa. Rockcliffe Park, qui est pleine de parcs, comme son nom l'indique, et qui est sur les rives qui surplombent la rivière des Outaouais. Alors ça, c'est... Lindonley est situé entre Rockcliffe Park et une autre localité qui s'appelait, je ne sais pas si on utilise encore ce nom-là, qui s'appelait Clarkstown. Et Clarkstown, c'était un quartier habité par de modestes travailleurs francophones. Alors, il y avait un très grand contraste entre ces deux localités qui délimitaient Lindonley. Clarkstown a joué un rôle historique en ce sens que la paroisse qui s'y trouve, la paroisse Saint-Charles, avait pour curé, quand j'étais enfant, l'abbé François-Xavier Barrette, qui a été le fondateur ou un des fondateurs de l'ordre de Jacques-Cartier. Alors, ceux qui connaissent notre histoire savent que l'ordre de Jacques-Cartier est une société secrète qui a été fondée à Ottawa pour défendre les francophones, on ne parlait pas des francophones, défendre les Canadiens français, ou on disait tout court pour défendre les Canadiens, qui étaient victimes de discrimination dans la fonction publique, où une autre société secrète exerçait une très forte influence, c'est-à-dire les francs-maçons d'influence plus ou moins orangiste. Alors, le quartier Lindonley était habité surtout par des fonctionnaires, et parmi eux, des fonctionnaires francophones, dont évidemment mon père, mais aussi d'autres fonctionnaires francophones. Alors, j'ai grandi dans ce milieu très mélangé au point de vue linguistique. Et curieusement, je ne suis jamais allé à la petite école parce que mes parents tenaient beaucoup à la qualité de la langue. Pour eux, c'était une valeur extrêmement importante et vivant en Ontario pour des raisons économiques plus que pour des raisons de choix affectifs, ils se méfiaient beaucoup du français que j'aurais appris à la petite école, l'école Saint-Charles, située dans Clarkstown. Et alors, comme les lois le permettaient en Ontario, une institutrice diplômée venait faire la leçon à ma sœur, mon frère et à moi. Et je n'arrive pas à me rappeler si c'était une fois la semaine ou deux fois la semaine, mais c'était l'après-midi. Une après-midi complète, soit une fois, soit deux fois la semaine, tous les trois ensemble, avec une institutrice diplômée qui, essentiellement, nous préparait aux examens du ministère. Alors, ce qui comptait pour la loi ontarienne, c'était
premièrement, que notre institutrice privée soit diplômée et deuxièmement, que nous réussissions les examens du ministère, ce qui a été le cas, c'était pas particulièrement sorcier. Mais rendu au secondaire, là, ça devenait plus difficile et alors mes parents ont décidé, ils l'avaient déjà décidé pour mon frère, de m'envoyer à l'Université d'Ottawa, qui était à ce moment-là beaucoup plus un collège classique qu'une université. Et à l'Université d'Ottawa, j'ai fait le secondaire et le cours classique. Ça s'est terminé par un diplôme en philosophie parce que il y avait à l'Université d'Ottawa un institut de philosophie où la qualité de l'enseignement était très supérieure à l'enseignement qui se donnait couramment à la Faculté des arts. Alors, muni de ce diplôme en philosophie, j'ai décidé d'entreprendre des études de médecine, de m'inscrire au prémédical. En réalité, je suivais les traces de mon frère, qui était déjà en deuxième année de médecine. Alors, je me suis inscrit, ça s'appelait à l'époque, au PCB. PCB, physique, chimie, biologie, avec des professeurs absolument extraordinaires, le docteur Gendreau, le docteur Préfontaine, le docteur Barry, et Fernand Séguin, le très célèbre Fernand Séguin, qui était appariteur pour les cours de biologie et de physiologie. Et alors, j'ai passé une année à faire le PCB, mais en disséquant des chats, en mettant des courants électriques dans des cuisses de grenouilles, je me suis rendu compte que c'était bien beau de suivre les traces de mon frère, mais que je n'avais pas l'impression d'être fait pour la médecine. D'ailleurs, déjà au collège, j'avais dirigé le journal des étudiants qui s'appelait La Rotonde, et me trouvant à l'Université de Montréal, j'ai fait partie de l'équipe du journal étudiant de l'époque qui s'appelait Le Quartier latin. Alors, je me suis mis à réfléchir, est-ce que je ne devrais pas plutôt m'orienter du côté du journalisme? Et alors, pendant les vacances de Pâques, pour réfléchir à ça et pour décider, pour choisir, je suis allé à Saint-Benoît-du-Lac, chez les pères bénédictins, où j'étais déjà allé. J'aimais beaucoup l'ambiance de l'auberge là-bas, dans ce très beau monastère. Et j'avais fait la connaissance de quelques-uns des prêtres là, qui m'avaient frappé par leur intelligence et leur ouverture d'esprit. Et à Saint-Benoît, donc, j'ai réfléchi pendant environ une semaine. Et il se trouvait là, dans l'auberge, par hasard, coïncidence heureuse, un journaliste de Québec du nom de Bruno Lafleur. Et alors, j'en ai profité pour l'interroger sur le journalisme. Quelle est la réalité du journalisme? Comment est-ce que ça se pratique? Quelles sont les exigences du métier? Quelles sont les satisfactions qu'on en tire? Quelles sont les frustrations qu'on y éprouve? Alors, Lafleur, qui était un homme superbement intelligent, a répondu à toutes mes questions et je suis revenu de Saint-Benoît décidé à être journaliste. Je me suis quand même présenté aux examens du PCB et j'ai passé un été de vacances sans trop m'inquiéter, ayant pris ma décision. Mais ce que je suis sur le point de dire va illustrer la différence entre les conditions faites aux jeunes à cette époque-là et celles d'aujourd'hui. Cette époque-là, c'est 1945, l'année de la fin de la guerre. La guerre, je devrais dire un mot au sujet de la guerre, mais je vais d'abord finir ce que j'étais en train de dire. J'ai donc passé un été de vacances, et puis, le lendemain de la fête du travail, je me suis présenté au droit, sans avoir demandé... oui, j'avais demandé un rendez-vous, oui. J'avais demandé un rendez-vous, mais le matin même.
au directeur de l'information du droit quotidien d'Ottawa, qui existe toujours évidemment. À l'époque, il était grand format, et à l'époque, il était un journal assez coté, assez bien coté, en particulier pour la qualité de ses pages culturelles, arts et lettres. Et aussi sa couverture du Parlement fédéral, de la politique fédérale. Et alors, je suis allé rencontrer Camille Hudon, directeur de l'information. C'était le mardi. Et alors, il m'a posé quelques questions. On se connaissait déjà vaguement parce qu'il habitait lui aussi dans Linden Lee. Et l'entretien a duré à peu près 20 minutes et il m'a dit bon, présentez-vous demain matin à 8 heures. J'étais engagé. Alors, c'est ça le contraste avec les conditions faites aux jeunes à cette époque-là. Et aujourd'hui, je pense que l'histoire que je viens de raconter aujourd'hui est inimaginable, inconcevable. Ça ne se passe jamais comme ça. Il faut avoir un long curriculum vitae qu'on envoie 10 000 patrons potentiels et ça ne donne pas toujours beaucoup de résultats. Donc, j'ai commencé dans le journalisme au droit, mais revenons là à la guerre. C'était l'année de la fin de la guerre. Les étudiants étaient dispensés du service militaire. Ils faisaient partie de l'armée de réserve dans un corps spécial qui s'appelait le Corps École des officiers canadiens, le CEOC. Alors, dans le CEOC, il y avait des exercices militaires sur semaine, toute l'année scolaire. Et l'été, il y avait un camp militaire de 2 semaines. Alors ça, j'ai subi ça pendant toutes les années de la guerre, ou presque, enfin, à partir de 1941, je crois. Et à un moment donné, j'ai cherché à m'enrôler. J'ai été... le sergent recruteur m'a renvoyé chez moi en me disant que je serais plus utile. C'était d'ailleurs au début de 1945. Le sergent recruteur m'a dit que je serais plus utile comme médecin. Je songeais déjà à devenir médecin. Que comme soldat. Alors, je suis retourné à l'université. Voilà pour la guerre. Comme journaliste, le droit, malgré tout, c'était une toute petite boîte, hein, comparé aux grands journaux comme la presse, par exemple. Le droit, c'était une petite boîte, une petite équipe. Ça se faisait dans l'intimité d'une petite équipe. C'était extrêmement sympathique comme milieu de travail. C'était pas nécessairement totalement libre, par exemple, parce que le droit appartenait aux pairs oblats, qui exerçaient une surveillance assez serrée sur la pensée que le journal exprimait. Mais quand on fait du reportage et non pas de l'éditorial, c'est pas très gênant, parce qu'en principe, dans le reportage, on dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on constate, on suit la vérité, quoi. Et c'est comme ça que ma carrière, si on peut appeler ça, ma carrière de journaliste a commencé. J'ai d'abord traduit des dépêches. À l'époque, le service français de la presse canadienne n'existait pas, alors le journal recevait des dépêches de la presse canadienne, de la presse associée, de Reuters, en anglais. Et alors, il y avait un directeur de l'information internationale au pupitre qui choisissait les dépêches qu'il voulait publier. Et il y avait 2 ou 3 membres de l'équipe de rédaction dont le travail consistait à traduire les dépêches. Alors, j'ai commencé à traduire les dépêches, mais comme je m'intéressais beaucoup aux activités culturelles, on m'a bientôt confié la chronique, une chronique assez générale, mais surtout concentration musique, parce que j'étais particulièrement passionné de musique. Alors, c'est moi qui faisais les comptes rendus des concerts. J'appelais bien ça chronique et non critique, parce que je ne me croyais pas du tout autorisé à faire de la critique. Et il s'est produit une vacance dans l'équipe
pour un poste de courriériste parlementaire. Le droit avait 2 courriéristes parlementaires. L'aîné des 2 restait et le deuxième partait. L'aîné des 2 s'appelait Jean-Marie Gélina. Et le deuxième partait, alors on m'a demandé si j'accepterais de le remplacer. Alors j'ai donc passé quelques années comme courriériste parlementaire, ce qui était tout à fait intéressant. Le milieu de la tribune parlementaire de la presse à Ottawa réunissait des journalistes dont plusieurs étaient très cotés. Par exemple, Georges Langlois de la presse, qui est devenu par la suite sénateur. Maurice Nantel d'un journal qui n'existe plus, qui s'appelait Le Canada. Lorenzo Paré d'un journal de Québec qui s'appelait L'Action catholique. Et il y avait Paul Paradis du Soleil, et il y avait... qui d'autre? Pierre Vigent du Devoir. Pierre Vigent du Devoir, dont la spécialité, c'était les grandes campagnes de presse. Je me souviens d'une grande campagne contre l'Université d'Ottawa, à laquelle il reprochait d'être une école d'anglicisation. Et dans le cadre de cette campagne, Pierre Vigent m'avait longuement interrogé pour connaître mes expériences à l'Université d'Ottawa. Donc, je commençais de plus en plus à me rapprocher de la politique et je me suis mis à faire, à la demande de Radio-Canada, des topos, surtout sur les questions politiques, pour la radio de Radio-Canada. Il n'y avait pas encore de télévision. Et ce travail à la radio m'a mis en contact avec beaucoup de gens, ce qui fait que l'Office national du film, qui à l'époque était à Ottawa, s'est intéressé à moi et m'a offert un poste de direction des services de... Ça s'appelait les services de rédaction, mais c'était plus les services d'information et de promotion. Et donc, je suis entré à l'Office national du film où j'ai passé environ 10 ans. Des services de rédaction, je suis passé à un poste administrativement plus élevé, mais pas très précis dans sa description, en qualité de directeur de l'information. Alors, j'étais chargé de veiller à ce que les productions en français de l'Office national du film aient la meilleure distribution possible. Ça m'a conduit à 1960 et pendant cette décennie-là, j'avais continué à faire de la radio. Et la télévision était survenue pendant les années 50, et alors j'ai commencé à faire de la télévision. Et avant même que l'Office national du film déménage à Montréal, ou plus exactement à Saint-Laurent, déménagement qui s'est produit en 1956, j'avais commencé à faire un peu de télévision. Je me souviens d'une émission qui s'appelait Le Nid de Cléopâtre, qui était une émission questionnaire, un quiz. Et je pense que j'étais un des panélistes de réserve de l'émission. Donc, ayant commencé ça, quand l'ONF a déménagé à Saint-Laurent, j'ai fait de plus en plus de télévision comme animateur d'émissions d'affaires publiques. Je n'ai jamais fait partie du personnel de Radio-Canada, mais j'ai fait beaucoup de travail à Radio-Canada comme pigiste. Ce travail à l'Office national du film supposait évidemment la connaissance de l'anglais. J'ai toujours été bilingue. On peut difficilement grandir à Ottawa sans être bilingue, ce qui est parfois un avantage, mais c'est un peu un piège, hein, parce qu'il y a des gens qui sont plus des alingues sans langue,
que des bilingues, mais en tout cas. À Ottawa, on apprend l'anglais un peu malgré soi, mais je n'ai pas appris l'anglais à 4 ans ou à 5 ans. Non, non, non. J'ai pas appris l'anglais dans la rue tout petit. J'ai appris un peu d'anglais dans la rue, mais c'est surtout à l'Université d'Ottawa que je suis devenu passionné, en particulier, de l'œuvre de Shakespeare. Et ça, c'est grâce à un professeur, M. Buxton, qui nous enseignait Shakespeare et qui était un merveilleux professeur. Alors, il m'a communiqué sa passion de Shakespeare et on parle de la langue de Shakespeare. Bien, l'anglais a été, dans une large mesure, normalisé par Shakespeare. Et bien connaître Shakespeare, c'est mieux connaître l'anglais que la plupart des anglophones. C'est assez prétentieux de dire ça, mais enfin, c'est ce que je crois. Plus tard, j'avais fait au droit de la traduction. Plus tard, j'ai fait de l'interprétation simultanée, ce qui exige une excellente connaissance de chaque langue dans laquelle on travaille. Dans mon cas, c'était évidemment l'anglais et le français, pas d'autres langues pour l'interprétation. Mais je prétendais à ce moment-là que je parlais mieux l'anglais que la plupart des anglophones. C'est peut-être pas vrai aujourd'hui parce que je ne me sers pas souvent de l'anglais. Enfin, je lis des fois, contrairement à beaucoup de Montréalais, je ne lis pas la Gazette. Je lis des fois des périodiques plus intéressants, plus sérieux, américains surtout, et parfois peut-être le Globe and Mail, maintenant le National Post, en tout cas. Bon. Alors, j'avais donc cette connaissance de l'anglais et j'étais, au point de vue politique, travaillant au Parlement d'Ottawa, j'ai commencé au Parlement d'Ottawa en 1947. L'influence de Henri Bourassa était encore là, dans les milieux canadiens-français. Henri Bourassa était très nationaliste, mais ce n'était pas le nationalisme d'aujourd'hui. C'était un nationalisme fondé sur la notion des peuples fondateurs, fondé sur l'idée que la Confédération était un pacte entre deux nations. Mais il y avait chez Bourassa ce pourquoi il faisait véritablement des croisades, c'était de libérer le Canada du joug impérial. Il voulait convaincre les Canadiens anglais. Il n'avait pas besoin de convaincre les Canadiens français qui étaient déjà convaincus, mais Bourassa cherchait à convaincre les Canadiens anglais de briser le lien avec la Grande-Bretagne, le lien monarchique, le lien impérial. Cet aspect-là des travaux de Bourassa, évidemment, ça s'est soldé par un échec. Il n'a pas réussi, puis je pense que quelqu'un qui entreprendrait ça aujourd'hui n'aurait peut-être pas non plus beaucoup de succès. Des hommes politiques y ont songé. On prétend que Pierre Trudeau y ont songé, mais il a lâché prise. Je pense qu'il s'est rendu compte que c'était pas possible, que l'opinion canadienne-anglaise n'accepterait pas. Bon. Donc, j'étais fédéraliste dans ce cadre-là. C'est-à-dire que j'étais Canadien-Français. Plus tard, ma pensée politique a évolué, mais ça a évolué en quelque sorte d'un coup sec. J'ai eu comme un chemin de Damas. Le chemin de Damas, c'était plus tard, c'était en 1970. Campagne électorale au Québec. René Lévesque, faisant sa première campagne comme chef du Parti québécois, qui avait été fondé 1 an et demi plus tôt, ou 2 ans plus tôt. Et j'étais dans ma voiture, puis j'entendais un bref extrait d'un discours, j'entendais à la radio dans ma voiture un bref extrait d'un discours de René Lévesque. Et là, j'étais seul et j'ai parlé seul, j'ai dit, l'animal, il a raison. Ça a été mon chemin de Damas et ça, je pense que ça montre assez bien la clarté de pensée de Lévesque qui avait réussi, dans le cadre de cette campagne électorale, à dire en 2 ou 3 phrases quelle était son option et ce à quoi il voulait parvenir. Puis moi, c'est ça qui m'a
qui m'a convaincu. Donc, de l'Office national du film, j'avais déménagé à Montréal avec l'Office national du film en 1956. J'ai quitté l'Office national du film en 1960 pour occuper un poste que j'avais sollicité. Il existe à Toronto, au Canada anglais, un magazine qui s'appelle Maclean's. Et la rumeur courait à Montréal en 1960, le début de la Révolution tranquille. La rumeur courait que la maison Maclean Hunter voulait lancer un magazine parallèle en français. Alors, je me suis dit, moi, je commençais à m'ennuyer à l'ONF. Ma fonction était de plus en plus purement administrative. J'avais le goût de retourner au journalisme. Et alors, je connaissais Blair Fraser, qui avait été correspondant parlementaire de Maclean's Magazine. Blair Fraser, qui est le père de Graham Fraser, qui est journaliste, comme son père, et qui, depuis peu, publie une chronique hebdomadaire dans Le Devoir. Alors, je suis allé voir Blair et je lui dis, « Écoute, bon vieux, moi, ça m'intéresse, ça. C'est vrai, ce projet-là. » Alors, Blair m'a ouvert des portes à Toronto. Je suis allé rencontrer ces gens-là et j'ai réussi à les convaincre que j'étais leur homme. Je n'étais pas encore indépendantiste. Hein? C'est 1960, c'est 10 ans avant mon chemin de Damas. Et alors là, j'ai entrepris de mettre sur pied ce magazine dont le premier numéro qui portait la mention mars 1961 a paru le mois précédent, en février 1961, comme prévu. Et ça a été une très belle aventure, des collaborations prestigieuses, y compris celle d'André Laurando, un ami malheureusement disparu depuis assez longtemps. Et puis, l'éphémère collaboration du grand romancier François Mauriac, qui avait consenti à nous faire une chronique mensuelle sur l'actualité française. Mais la chronique de Mauriac n'a paru qu'une seule fois, parce que dans le même numéro où il y avait sa chronique, il y avait un reportage fait par un journaliste qui est toujours à Montréal, qui n'est plus dans le journalisme, mais qui est plutôt dans le domaine des relations internationales et qui s'appelle Yvon Turcot. Yvon Turcot nous avait fait une enquête très intéressante. C'était les interviews des rédacteurs en chef des huit principaux quotidiens parisiens. Alors, vous imaginez bien que sur les 8 rédacteurs en chef des principaux quotidiens parisiens, il y en avait que les opinions seraient divergentes. Hein? Le sujet de l'interview de chacun de ces rédacteurs en chef, c'était « Que pensez-vous du général de Gaulle ?» de l'œuvre du général de Gaulle. C'était tout à fait d'actualité à ce moment-là, en France, en 1960, de se poser cette question-là. Donc, Yvon Turcot nous a fait cette enquête à Paris, ces interviews de rédacteurs en chef de quotidiens parisiens. Et il y avait plusieurs de ces quotidiens qui se sont montrés plutôt critiques du général de Gaulle. Or, François Mauriac avait la plus grande admiration, une admiration totale pour de Gaulle. Et alors, il m'a envoyé un petit mot. Je mets fin à ma collaboration à cause de ces choses que vous avez dites sur le général, François Mauriac. Bon, voilà. Mais l'aventure de ce magazine a quand même été tout à fait passionnante. Il s'appelait au début le magazine Maclean. Il s'est appelé ensuite Le Maclean. Et il a de nouveau changé de nom plus tard pour devenir L'Actualité, qui existe toujours.
Bon, alors, 1963, vers la fin de 1963, le directeur général de l'Exposition universelle de Montréal, l'Expo 67, est venu me rencontrer. Je participais au congrès de ce qui s'appelait à l'époque l'UCGLF, Union canadienne des journalistes de langue française. Ça s'appelle aujourd'hui FPJQ, Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Je venais d'être élu vice-président de l'UCGLF. Et alors, le directeur général qui venait d'être nommé, et qui s'appelait, je vais prononcer ça à l'allemande, Kniewasser, en anglais, ça donne Kniewasser, en anglais d'ici, Andrew, que je connaissais déjà. Il avait épousé une amie de ma sœur. C'est un type que je connaissais déjà. Bon, alors Kniewasser, prononçons à la française, Kniewasser m'a proposé le poste de directeur des exposants. Et ça se passait en 1964. Et ça s'est réalisé et je suis entré en fonction au tout début de 1965. Bon. Alors, mon travail consistait à mettre sur pied le service d'information qui a aussitôt été confié à Yves Jasmin, qui est entré lui aussi à ce moment-là dans l'équipe de direction de l'Expo. Ça consistait à veiller à la préparation du contenu des pavillons du thème. Le thème, c'était, comme vous le savez, faire des hommes. Alors ça a été fait. Et aussi, et principalement, le recrutement des exposants, puisque j'étais directeur des exposants. Alors, il y avait les principaux exposants, c'était les pays souverains, mais aussi, il y avait des exposants gouvernementaux qui n'étaient pas des pays souverains, comme un certain nombre d'États des États-Unis. Et il y avait aussi les exposants privés, dont la participation à l'Expo a été absolument remarquable, avec un pavillon comme le pavillon du téléphone, qui a été une des très grandes attractions de l'Expo. L'Office national du film a donné aussi à l'Expo un pavillon tout à fait extraordinaire, le Labyrinthe. Et je pense que tout le monde connaît notre succès auprès des pays. Il y avait 60 pays participants, ce qui était un record pour l'époque. C'est un record qui a été battu depuis, mais il faut dire que depuis, le nombre des pays souverains a considérablement augmenté. Alors, il y avait aussi les provinces canadiennes qui participaient. Il y avait le pavillon du Québec, le pavillon de l'Ontario, le pavillon des provinces de l'Ouest et le pavillon des provinces de l'Atlantique. Alors ça a été des années absolument passionnantes. Pour recruter les pays participants, il fallait évidemment faire des voyages à l'étranger. Le commissaire général, l'ambassadeur Pierre Dupuis, était notre principal recruteur de pays participants, mais il avait décidé qu'il y avait 2 régions du monde dont il n'aurait pas le temps de s'occuper suffisamment, et il m'a prié de m'en occuper. C'était l'Amérique latine et l'Europe centrale et de l'Est. L'Europe centrale et de l'Est, ça n'incluait pas l'Union soviétique, qui avait déjà décidé dès le début de participer, comme les États-Unis d'ailleurs, qui ont décidé immédiatement de participer à l'Expo. À la fin de l'Expo, j'ai été chargé, je suis resté encore associé à l'Expo pendant quelques mois parce que j'ai été chargé de diriger la préparation de l'album mémorial de l'Expo. Ça, c'est un ouvrage, un livre de luxe abondamment illustré que chaque exposition est censée préparer. Alors, j'ai été chargé de diriger la préparation de ça. Et ensuite, je me suis déclaré pigiste. Ma période de pige a duré 8 ans, de 1968 à 1976. C'était 2 sortes ou 3 sortes de piges. C'était des piges dans le journalisme,
des piges comme conseiller en information. Ça a l'air un peu obscur, mais ce que ça voulait dire, c'est que quand il y avait des gens qui songeaient à mettre sur pied une publication, dans certains cas, on faisait appel à moi pour les aider à préciser leur projet. Et le troisième type de pige, c'était comme interprète de conférence. Les gens en cabine, là, avec des écouteurs et un micro, qui interprètent ce qui se passe dans une séance de congrès ou une conférence. Alors, je faisais ça du français à l'anglais ou de l'anglais au français. Et en 1976, il y a eu des élections, n'est-ce pas? Des élections extrêmement importantes. J'étais déjà, je vous ai raconté mon chemin de Damas, donc en 1976, ça faisait 6 ans que j'étais militant du Parti québécois. Et là, je me suis présenté en février 1976 à l'Assemblée d'investiture du Parti québécois à Deux-Montagnes, puisque depuis quelques années déjà, j'habitais à Saint-Eustache, qui est le chef-lieu du comté de Deux-Montagnes, et c'est d'ailleurs le pays de mes ancêtres, Saint-Eustache. Ce qui fait que je n'étais pas perçu là-bas comme, quelle est l'expression qu'on emploie, un importé. Ma famille était connue là-bas, donc je ne passais pas pour un parachuté ou un importé. Bon, ça m'a sûrement aidé à être élu. Je me suis présenté à l'investiture, ça n'a pas été facile parce que nous étions 3 aspirants, 3 aspirants candidats à l'investiture. Et ça a pris 2 tours. Celui qui s'est retiré après le premier tour, étant arrivé 3e, a proposé officieusement aux gens qui avaient voté pour lui de voter pour moi au 2e tour. Alors, je l'ai emporté. Et alors là, de février jusqu'à novembre, j'étais en campagne électorale. Et le fait d'avoir pu faire une si longue campagne, ça m'a sûrement aidé à battre un des ministres les plus populaires du gouvernement Bourassa de l'époque, Jean-Paul Lallier, qui est aujourd'hui maire de Québec, que je connaissais. Et nous avions une estime réciproque, comme ça arrive en politique. On n'a pas toujours des imbéciles comme adversaires. Il y a parfois des gens très bien. Alors, le fait d'avoir pu faire campagne pendant une si longue période et le mouvement qui se créait dans l'opinion m'ont permis de remporter la victoire sur Jean-Paul Lallier. Quelques jours après, René Lévesque me téléphone et me propose de devenir adjoint parlementaire du ministre des Affaires culturelles qui, à l'époque, qui venait d'être nommé, qui était sur le point d'être nommé et qui était Louis O'Neill, qui était très connu à l'époque parce qu'il avait publié des ouvrages importants, en particulier un ouvrage important sur les mœurs politiques au Québec, conjointement avec un autre auteur du nom de Dion, l'abbé Dion, pas Léon Dion, ni Stéphane. Et alors, Louis O'Neill avait été choisi par René Lévesque comme ministre des Affaires culturelles et ministre des Communications. Et alors, j'ai été son adjoint parlementaire pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, je suis resté adjoint parlementaire, mais je suis devenu adjoint parlementaire du ministre, ça s'appelait à l'époque les Relations internationales, je crois. Non, ça s'appelait encore les Affaires intergouvernementales. C'est plus tard que ça s'est appelé les Relations internationales. Le ministre, c'était l'ineffable Claude Morin, dont vous connaissez l'histoire, la suite, pénible. Mais comme adjoint parlementaire de Claude Morin, et ensuite j'ai été adjoint parlementaire de Jacques-Yvan Morin et adjoint parlementaire de Bernard Landry,
qui étaient devenus, eux, ministres des Relations internationales. En cette qualité, j'ai fait essentiellement deux types de choses. Des missions à l'étranger, qui étaient parfois absolument passionnantes. À l'étranger, ça pouvait comprendre des missions au Canada aussi, oui. Plusieurs missions aux États-Unis et ailleurs, missions en Afrique. J'ai dirigé une délégation du Québec au Tchad sur l'artisanat dans le cadre de l'Agence de coopération culturelle et technique. Et donc, aussi, il y avait un autre volet de mes activités d'adjoint parlementaire. Ça consistait à participer à l'accueil à Québec et à Montréal des visiteurs étrangers de marque, ce qui était évidemment un travail extrêmement intéressant. À travers tout ça, j'ai fait partie du groupe de travail Il y avait la mode des groupes de travail de députés à l'époque. Je ne sais pas dans quelle mesure ça s'est maintenu. Mais Camille Lorrain, le regretté Camille Lorrain, a réuni autour de lui un groupe de travail de députés pour jeter les bases de la loi 101. Ça, c'était dès le début, en 1976, puisque la loi 101 a été adoptée en 1977. J'ai fait partie d'autres groupes de travail de députés dans d'autres domaines sur la réforme électorale et parlementaire et sur les affaires internationales. J'ai été réélu donc en 1981, mais avant 1981, il y a eu, évidemment, en 1980, le premier référendum sur la souveraineté, plus exactement sur la souveraineté association. Ça a été une période extrêmement stimulante. Nous avons fait je crois, une excellente campagne. Je me souviens que dans le comté de Deux-Montagnes, mon adversaire de 4 ans auparavant, Jean-Paul Lallier, est venu participer à une assemblée pour le oui. M. Lallier était en faveur du oui au référendum de 1980. Je pense qu'il y a beaucoup de libéraux qui lui en ont voulu par la suite. Bon, mais nous avons perdu. Et cette défaite a été particulièrement lourde parce que c'était pas comme une défaite électorale, parce qu'une défaite électorale, c'est dans les mœurs, c'est ordinaire, et ça peut toujours se réparer par une victoire plus tard. La défaite de 1980 la défaite référendaire de 1980 a été un choc très pénible pour les péquistes, pour le Parti québécois, pour tous les péquistes. Et il y a pas mal de péquistes qui considéraient que cette défaite était en quelque sorte définitive, qu'elle voulait dire qu'il fallait renoncer à l'option. Et cette opinion-là n'était pas majoritaire, mais le climat qui a suivi la défaite était un climat nettement de dépression assez profonde. Mais là, Ottawa dans l'optique péquiste, là, Ottawa a abusé de la situation. Ça a été la saga du rapatriement de la Constitution. Le PQ a appelé ça le coup de force d'Ottawa. Et je pense qu'il y a pas mal de gens en dehors du PQ qui ont adopté cette expression-là. C'était le coup de force d'Ottawa, le rapatriement unilatéral de la Constitution. Et alors, ça nous a donné au Parti québécois un thème pour l'élection de 1981 que nous avons gagné grâce à ce thème. Le slogan, c'était « Faut rester fort au Québec ». Et ce slogan-là a été victorieux. Donc, nous avons conservé le pouvoir en 81. Il y a
quelques parlementaires péquistes dont la carrière a commencé à ce moment-là. Il y avait ceux de 76, puis il y a eu ceux de 81. Mme Harel, par exemple, figure parmi ceux de 81. Mais peu après l'élection de 81, il y a eu des difficultés dans le cadre des négociations avec le secteur public et parapublic. Aujourd'hui, en 1999, on se trouve de nouveau dans cette situation tendue. Je ne sais pas si elle sera aussi tendue qu'en 82. En 82, elle était extrêmement tendue. Il y avait des coupes sombres dans l'enveloppe des salaires. Cela a suscité énormément de mécontentement dans des catégories de la population qui étaient réputées acquises au Parti québécois, comme par exemple les fonctionnaires bon nombre de fonctionnaires, et surtout les enseignants et les syndiqués, particulièrement les syndicalistes, plus que nécessairement tous les syndiqués. Et il y a eu en 82 une crise interne au parti. Il y a eu quelques députés du parti qui n'ont pas voulu approuver la ligne dure du gouvernement. Ils avaient déjà été... Ça s'est passé en plusieurs temps, l'adoption de plusieurs lois. Et quand la loi présentée en 82 est arrivée à l'Assemblée nationale, plusieurs députés avaient l'impression qu'ayant adopté une première loi l'année précédente, ils étaient piégés. C'est le sentiment que je me souviens d'avoir exprimé à l'Assemblée nationale sur cette question-là. Je ne m'expliquais pas la dureté de l'attitude du gouvernement. Alors là, je commençais, moi, à ruer dans les brancards, ce qui était assez conforme à mon tempérament. Et là, j'ai vraiment rué beaucoup plus fort dans les brancards 2 ans plus tard, en 1984, quand, en septembre, ça a commencé, c'est-à-dire qu'il y avait eu des rumeurs de mise au rencard de l'option souverainiste, des articles dans les journaux, en particulier un type que je ne nommerai pas, qui était conseiller au programme au parti, qui a publié un texte dans la presse dans lequel il proposait de mettre l'option au rencard. Je trouvais ça absolument révoltant qu'un conseiller au programme du parti fasse une pareille proposition. Mais il y a même un ministre qui s'est mis à faire cette proposition. Lui, je vais le nommer parce que comme ministre, il est censé être beaucoup plus responsable. C'est Pierre-Marc Johnson qui a proposé de mettre l'option au rencard. Un premier bruit dans ce sens-là. Je ne sais pas, je ne me souviens pas si c'est dès ce moment-là qu'il a proposé que le parti mette plutôt de l'avant l'affirmation nationale et non pas la souveraineté association, ou si ça s'est produit plutôt au moment où il y a eu l'approche des élections, les élections qui ont eu lieu en fait en 85. Bon, mais en 84, en septembre, au Conseil national du Parti québécois, René Lévesque a annoncé son intention de mettre l'option au rencard. Il appelait ça le beau risque. Donc, en septembre 1984, René Lévesque annonce au Conseil national du Parti québécois qu'il a choisi le beau risque, qui consistait à mettre l'option du parti de côté. Pour comprendre le beau risque, il ne faut pas tellement chercher des poux du côté de l'option qui était mise de côté. C'était pas ça. Lévesque n'avait jamais été un indépendantiste à tout crin. C'était un indépendantiste, oui, mais. Il y avait toujours un mais. Et il avait souvent décrit
l'option du parti comme notre police d'assurance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une police d'assurance? Une police d'assurance, c'est une chose à laquelle on souhaite n'avoir jamais à faire appel. Hein? C'est ça, une police d'assurance. Alors, comme indépendantiste, c'était pas une très ferme conviction. Pourquoi le beau risque? Un peu à cause de la déprime qui a suivi le référendum de 1980, un peu à cause de la déprime qui avait été causée par l'affrontement avec les centrales syndicales en 1982. Et le beau risque, un peu à cause des sondages. Le Parti québécois était à ce moment-là assez bas dans les sondages. Il y aurait toute une interview à faire sur cette question des sondages. À mon avis, les hommes politiques ne savent pas vraiment lire les sondages. Et les sondeurs sont souvent plus ou moins des tricheurs. Parce qu'il y a tellement d'impondérables dans les sondages. Le libellé de la question, le choix des mots, l'ordre dans lequel les questions sont posées, tout ça fait que les sondages ne sont presque jamais vraiment fiables. Ils peuvent assez souvent tomber juste, mais on ne peut pas les considérer comme un instrument fiable. Mais ça, c'est un autre problème. Bon. Le beau risque, principalement à cause de Brian Mulroney, qui faisait campagne pour chasser du pouvoir à Ottawa l'ennemi libéral, l'ennemi qui avait rapatrié la Constitution sans le consentement du Québec. Il y avait, de la part de l'évêque, un degré de détestation très élevé du Parti libéral fédéral. Et alors, Mulroney faisait une belle campagne. Il paraissait capable de chasser les libéraux. Il promettait, à propos de la question constitutionnelle, la réconciliation dans la dignité. C'est ça. C'est beau, ça, hein, la réconciliation dans la dignité. Alors, pour cette espèce d'indépendantiste peu convaincu qu'était l'évêque, avec toutes ces circonstances-là, là, ça a emporté le morceau pour lui. Et alors, il y a un groupe de ces ministres qui n'étaient pas d'accord. À l'époque, ce groupe-là s'est appelé le groupe des Laurentides parce que il s'est d'abord réuni dans les Laurentides chez Jacques Léonard, qui était un des ministres qui ne suivait pas l'évêque dans le beau risque. Et alors, le groupe des Laurentides a rédigé une lettre à l'adresse du premier ministre pour exposer son refus de suivre l'évêque dans cette idée du beau risque. Parenthèse, on n'est pas certain qui, le premier, a employé l'expression « le beau risque ». Certains prétendent que c'est Lucien Bouchard, aujourd'hui Premier ministre du Québec, qui à l'époque était un proche conseiller du gouvernement du Québec, du gouvernement Lévesque. Il avait été conseiller, le principal agent négociateur de l'évêque au moment de l'affrontement de 1982 avec les centrales syndicales. Alors, il était très près de l'évêque, mais on ne sait pas, de toute façon. Alors, le groupe des Laurentides a envoyé cette lettre à l'évêque et l'évêque a répondu. Et alors, le texte de la réponse de l'évêque au groupe des Laurentides a circulé. Je ne sais pas jusqu'où il a circulé, mais enfin, tous les députés du parti ont pu lire ce texte. Et dans ce texte-là, l'évêque allait jusqu'à dire qu'aux élections qui s'en venaient, élections qui ont eu lieu l'année suivante, en 1985, aux élections qui s'en venaient, il serait interdit aux candidats du Parti québécois de parler de souveraineté association. Alors, cette position
était évidemment tout à fait inacceptable au groupe des Laurentides et à quelques députés, dont j'étais. Et alors là, certains d'entre nous... Moi, j'étais le premier à prendre position à l'Assemblée nationale contre le beau risque, en annonçant que je traverserais le parquet de l'Assemblée pour siéger comme indépendant. Quelques jours plus tard, un groupe de ministres et de députés a pris la même décision, a annoncé la même décision. Là, j'ai peut-être oublié des noms, mais il y avait Jacques Léonard, il y avait Jacques Parizeau, il y avait Denis Lazure, il y avait Denise Leblanc-Banté, la regrettée Denise Leblanc-Banté. Bon, parmi ceux-là, puis il y avait des députés. Bon, il y avait Jérôme Proulx, Jules Boucher, il y avait moi. Puis nous avons rejoint Bisaillon, qui était déjà dans l'opposition. Parce que Guy Bisaillon avait, lui, traversé le parquet de la Chambre 2 ans plus tôt, au moment de l'affrontement avec les syndicats. Alors, il y a eu ces défections dans la députation et dans le Conseil des ministres. Il y a certains des protestataires qui ont non seulement quitté le Conseil des ministres, mais qui ont quitté le Parlement aussi. Ça a été le cas de Parizeau, de Lazure. Mais il y a aussi des ministres qui ont démissionné comme ministres, mais qui sont restés au Parlement. Jacques Léonard, Denise Leblanc-Banté, Gilbert Paquette, eux sont restés au Parlement. Ils ont traversé, comme on dit, le parquet de la Chambre pour siéger dans l'opposition. Et alors, il s'est constitué un groupe qui n'avait pas de nom, mais nous n'avons jamais nommé de chef. C'est Guy Bisaillon, qui était déjà dans l'opposition, qui nous servait de leader parlementaire. Et alors, nous avons siégé dans l'opposition à la session du printemps de 1985, à parler évidemment contre le gouvernement, mais pas de façon trop bête, j'espère. Et il y a eu un cas particulier, celui de Mme Harel, Louise Harel, qui, elle, a démissionné comme ministre pour protester, pour marquer qu'elle n'était pas d'accord avec le beau risque, mais elle est restée comme députée du Parti québécois. Elle n'a pas traversé le parquet. Alors ça a été l'épisode du beau risque qui a fait que, à la suite de ces défections, un nouveau parti a été fondé, qui était dans la... Il existait déjà un autre parti qui s'appelait le Parti nationaliste, qui faisait campagne au fédéral. Alors, c'est dans la mouvance des gens du Parti nationaliste que le Parti indépendantiste est né. Et parmi les personnes que j'ai nommées, là, il y en a quelques-unes qui ont rallié le Parti indépendantiste, pas beaucoup. Mais moi, j'ai rallié le Parti indépendantiste. Et alors, en 85, aux élections, je n'étais plus candidat du Parti québécois, j'étais candidat du Parti indépendantiste, sachant parfaitement bien que je n'avais absolument aucune chance d'être élu. Mais je voulais quand même marquer jusqu'au bout mon opposition à ce que je considérais comme une absurdité, le beau risque. Si on voulait choisir une option fédéraliste, on n'avait qu'à choisir le Parti libéral. On n'avait pas à
transformer le Parti québécois. Le Parti indépendantiste qui a fait long feu, hein, il est mort. Il a fait une autre campagne après, mais c'était tout. Était issu du Parti nationaliste. Or, l'histoire du Parti nationaliste révèle un aspect de la personnalité de René Lévesque qui est bien connu, c'est son talent d'improvisateur. René Lévesque était un grand improvisateur. Il savait quoi dire, à quel moment, il n'était jamais pris au dépourvu. Mais l'improvisation, c'est parfois dangereux parce qu'on n'est pas toujours sûr de ce que c'est qu'on a improvisé, de ce qu'on a inventé. Et alors, le Parti nationaliste, qui était un parti indépendantiste ou souverainiste, mais sur la scène fédérale, comme est aujourd'hui le Bloc québécois, avait été lancé après un conseil national du Parti québécois. Sauf erreur, c'est un conseil national qui avait eu lieu à Jonquière. Et il y avait une séance de ce conseil national qui s'était tenue à huis clos. Et dans le cahier de résolution, il y avait plusieurs résolutions qui étaient plus ou moins critiques du gouvernement et qui pressaient fortement le gouvernement de faire la promotion de la souveraineté. Ça a toujours été un sujet de tension entre le chef du parti et le parti. Et c'est là-dessus, surtout, qu'on a discuté pendant cette séance à huis clos. Or, nécessairement, une séance à huis clos, ça excite la curiosité des journalistes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce huis clos? Parce que c'est exceptionnel, ça, au Conseil national. Enfin, ça l'était, je ne sais pas si ça l'est encore. Au Conseil national du Parti québécois, c'était exceptionnel de tenir des séances à huis clos. Bon, alors, le dimanche après-midi, à la fin du Conseil national, les journalistes demandent à M. Lévesque, mais qu'est-ce que c'est qui s'est passé pendant ce huis clos? Alors, M. Lévesque, improvisateur, ne voulant pas dire on nous a engueulés parce que nous ne faisons pas la promotion de la souveraineté, a dit, durant ce Conseil national, il a beaucoup été question de l'aile fédérale. Or, ce que René Lévesque appelait l'aile fédérale, c'est ce qui est devenu le Parti nationaliste, qui était comme une aile fédérale du Parti québécois pour préconiser la souveraineté sur le plan fédéral. Manchette, le lendemain, hein, le Parti québécois va lancer son aile fédérale. Or, ce qui est important de signaler, je disais que l'improvisation, c'est dangereux, c'était pas vrai. Il n'y en avait pas été question. Durant le huis clos, ni même durant le reste des délibérations du Conseil national, il n'y avait absolument pas été question de l'aile fédérale. Il en avait sûrement été question en coulisses. On était dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et c'est la région du Québec, probablement, où l'idée de l'aile fédérale comptait le plus d'appui. Alors, il y en avait tout, vraisemblablement, été question en coulisses. Mais dire que ça avait été le principal sujet des discussions au Conseil national, c'était tout simplement pas vrai, et Lévesque s'était, en quelque sorte, piégé lui-même. Alors, les manchettes, le lendemain, là, le Parti québécois lance son aile fédérale. Lévesque était pris avec ça, avec ce tigre, en quelque sorte, et il a confié la laisse du tigre à Marcel Léger, qui était l'as organisateur du parti. Et Marcel est devenu le président du parti qui, effectivement, est né et qui s'est appelé Parti nationaliste. Et Marcel Léger avait fixé un objectif aux élections fédérales suivantes. L'objectif, c'était quelque chose comme une quinzaine de sièges ou quelque chose comme ça. Bon. Les mois passent et même les années passent.
Et l'évêque décide, dans le cadre du Beau Risque, 1984, d'appuyer Mulroney. Et il a mis la machine du Parti québécois à l'appui des conservateurs fédéraux. Et il ne voulait pas avoir le Parti nationaliste dans les jambes à ce moment-là. Alors, il a dit, je ne sais pas les mots exacts, j'étais pas là, mais enfin, il a fait savoir à Marcel Léger qu'il n'aimait pas ça, avoir le Parti nationaliste dans les jambes contre Mulroney. Et alors, Marcel Léger convoque une conférence de presse, démissionne comme chef du Parti nationaliste, en donnant comme raison de sa démission qu'il se sentait incapable d'atteindre l'objectif de siège qu'il s'était fixé. Voilà. Donc, mise à mort du Parti nationaliste et des décombres de ce parti, quelques mois plus tard, sont sortis le Parti indépendantiste. Bon. L'évêque, donc, grand improvisateur, mais qui faisait parfois des erreurs, et il faut bien comprendre. D'ailleurs, j'avais écrit un petit livre en 1984 qui était intitulé « Sauf votre respect, lettre à René Lévesque ». Un petit livre, une plaquette dans laquelle j'expliquais à l'évêque, ça c'est avant la décision formelle là, du Beau Risque, c'est au moment où de septembre à novembre 84, la question se discutait encore. J'expliquais à l'évêque pourquoi, à mon avis, le Beau Risque était une erreur. Et ça, je le maintiens jusqu'à aujourd'hui, que c'était une erreur tragique. Donc, à mon avis, l'évêque se trompait. Mais ce qu'il faut savoir, et pourtant j'admire beaucoup René Lévesque, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus grands hommes ont des défauts. Il ne faut pas croire, comme beaucoup de gens le font, que les grands hommes sont tout près de la perfection. Et alors, René Lévesque avait des défauts. Je ne me privais pas de les lui signaler, ce qu'il n'aimait évidemment pas. Mais c'était quand même un grand homme. Il a porté, lui, la cause de l'indépendance nationale du Québec pendant des années. C'est lui qui était le phare, c'est lui qui était le chef de file, perçu comme tel en Europe. Et ça arrive peut-être aujourd'hui à M. Bouchard, qui est plus perçu en Europe comme étant le chef de file des indépendantistes québécois, que ce n'est le cas au Québec. Au Québec même. Hein? À l'étranger, des fois, les gens ont une vision simplificatrice de la réalité, une vision qui est parfois non seulement simplificatrice, mais qui est peut-être parfois plus claire. Donc, 1985, les élections, et j'ai fait allusion à « Sauve votre respect », ma plaquette. Peu après, en 1992, j'ai publié une nouvelle plaquette qui était intitulée « L'ennemi intime ». Alors, le sens de l'ennemi intime, c'est clair, c'est que l'ennemi de la souveraineté du peuple québécois, bien, il est en nous. Parce que souvent, les gens considèrent nos adversaires politiques comme des ennemis, que tous les problèmes viennent du Parti libéral ou de je ne sais quoi d'autre. C'est pas ça. C'est pas ça. La raison, ce que j'expliquais dans l'ennemi intime, c'est que la raison pour laquelle la cause de la souveraineté nationale ne progresse pas, c'est parce que nous, Québécois, nous hésitons, y compris les péquistes. Nous hésitons. Nous avons peur du changement. Nous cherchons des façons d'adoucir notre option, de la rendre plus acceptable en introduisant, comme l'évêque, la notion d'association et comme Bouchard, la notion de partenariat. Notez que ce n'est pas Bouchard tout seul, hein, mais enfin. On cherche à adoucir l'option, alors que moi, je crois qu'on ne peut pas passer à côté du fait fondamental que l'indépendance du Québec ou la souveraineté nationale du Québec, c'est une rupture. On n'a pas le droit même de masquer ça. C'est une rupture.
une rupture avantageuse, une rupture nécessaire, une rupture qui sera suivie d'accommodement, bien sûr, parce que si nous faisons l'indépendance, les Canadiens anglais, pendant un bout de temps, vont être très fâchés, mais ils vont finir par sortir de leur colère, puis là, on pourra discuter, et en venir à une association, en venir à un partenariat. Mais ça ne pourra survenir que si nous, Québécois, malgré l'ennemi intime, malgré nos réticences, nos résistances, nous prenons la décision ferme, formelle, de faire l'indépendance. Sans cette décision-là, on est condamné à rester dans la Confédération canadienne. Donc, en 1985, le peuple m'a renvoyé chez moi. J'étais pas fâché. 9 ans au Parlement, je trouvais que c'était assez. C'est une vie assez dure, la vie du député, parce que c'est une double vie. Il y a la vie dans le comté, puis il y a la vie au Parlement. Les tâches dans le comté, puis les tâches au Parlement, et chacune de ces tâches-là pourrait se faire sans problème à temps plus que complet. Alors, c'est une vie intrinsèquement difficile. Alors, j'avais le sentiment du devoir accompli et j'ai constaté depuis dans quel discrédit la chose politique est tombée. Et je le déplore. Parce que le citoyen qui se désintéresse de la politique, il est sa propre victime. Parce que la politique s'intéresse à lui. Et ce discrédit est à la fois mal avisé et injustifié. Je sais que la classe politique a des défauts. Et il y a certains de ces problèmes-là qui expliquent en partie le discrédit, qui sont des problèmes d'institution et de structure et non pas des problèmes de personnes ou de personnalité. Nos institutions évoluent. Elles n'évoluent pas nécessairement dans le bon sens. Et dans le cas des institutions de base au point de vue politique, il y a une évolution que je trouve déplorable. C'est le fait que le pouvoir législatif a été en quelque sorte phagocyté ou avalé ou absorbé par le pouvoir exécutif. Ce qui fait qu'il est devenu très difficile pour le député de jouer pleinement son rôle de représentant du peuple. Le pouvoir qu'il a comme législateur de concevoir et d'adopter les lois, il ne l'a pas vraiment de nos jours. C'est l'exécutif qui a absorbé tout ça. Alors le député, très souvent, se rabat sur ses tâches dans sa circonscription, dans lesquelles il trouve beaucoup plus de satisfaction que dans des tâches parlementaires qui sont décidées ailleurs. Il participe rarement vraiment aux décisions qui se prennent au Parlement, et ça, c'est pas la faute du député, ça c'est la faute de l'évolution des institutions, et le citoyen qui s'en plaint, il peut peut-être se dire que lui aussi pourrait participer aux réformes qui sont nécessaires. Il y a des réformes qui sont nécessaires. Ça se discute aujourd'hui, ça. Peut-être qu'on n'a pas avancé les meilleures solutions encore, mais les citoyens peuvent s'intéresser à ça. La réforme parlementaire, la réforme des institutions, c'est un domaine passionnant. La réforme du mode de scrutin fait partie de ce domaine-là. On parle beaucoup de la réforme du mode de scrutin, mais on observe que les partis politiques s'intéressent à la réforme du mode de scrutin quand ils sont dans l'opposition. Parvenus au pouvoir, ils s'y intéressent beaucoup moins. C'est le cas du Parti québécois qui, au fil des années, s'est beaucoup intéressé à la réforme du mode de scrutin qui permettrait une certaine dose de représentation proportionnelle, donc l'émergence peut-être de tiers partis. Prenez le cas de l'Action démocratique
du Québec, qui obtient quoi? 12 du vote et qui n'a qu'un député sur 125. Il y a là une distorsion qui ne correspond pas à l'idéal démocratique. L'idéal démocratique voudrait que la représentation soit non pas tout à fait conforme au pourcentage du vote, mais qu'elle s'en rapproche. Dans une certaine mesure, c'est ce que visent les formes de proportionnelles qui ne sont pas absolues. Bon, voilà pour les réformes parlementaires. Ayant donc été renvoyé dans mes terres, j'ai fait une petite incursion dans le monde des affaires avec ma femme et 2 amis. J'ai acheté une entreprise qui n'existe plus, qui s'appelait les Semences Laval Incorporées. Nous avons retapé cette entreprise-là, nous l'avons informatisée, nous l'avons rentabilisée. Et comme elle était devenue rentable, elle a excité des convoitises et c'est W.H. Perron qui nous a acheté 3 ans après. Nous l'avions acheté, nous, en 1986 et les Semences Laval l'ont acheté en 1989. Alors là, en 1989, j'étais vraiment à la retraite, mais je n'ai pas cessé de gigoter. Je suis devenu, entre autres choses, vice-président de l'Amicale des anciens parlementaires, qui réalise les entrevues comme celle-ci. Je suis resté journaliste. J'ai cofondé, j'étais un des 2 fondateurs d'un mensuel, un journal mensuel satirique qui s'appelle Le Couac. Et là, je vais m'interdire de faire un baratin publicitaire, mais il est disponible si vous voulez l'acheter et vous abonner. J'ai été pendant 5 ans, de 92 à 97, président du Conseil de la culture des Laurentides. Vous connaissez sûrement ça, les conseils de la culture. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Il n'y en a pas comme tel à Montréal ni à Laval, mais il y a des organismes plus ou moins équivalents. Je suis membre du conseil du Pen Club Québec. Le Pen Club, c'est un club international d'écrivains. Je suis actif aussi dans une association qu'on appelle l'APMAQ, A-P-M-A-Q. C'est les Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec, qui publie un bulletin qui s'appelle la Lucarne. Je suis membre d'une commission permanente, la commission permanente du développement social des Laurentides. Ça, c'est une commission qui relève du Conseil régional de développement des Laurentides. Je suis membre du comité politique de l'Union des écrivains, l'Union nationale des écrivains et écrivaines québécois. Je suis membre du conseil d'un groupe qui s'appelle le Front Mirabel, qui défend encore, et contre tout venant, le magnifique aéroport de Mirabel, auquel on cherche à faire subir un sort indigne. Je suis membre du comité politique, je suis membre du Parti québécois, membre de l'Association québécoise d'histoire politique, membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et membre d'un cercle de réflexion politique qui publie des fois des textes dans les journaux et qui s'appelle le Cercle Godin-Miron. Ce cercle est nommé d'après 2 indépendantistes québécois disparus, Gérald Godin et Gaston Miron. Point de vue famille, j'ai 2 enfants et un petit-enfant. J'ai un fils qui vit en France depuis 20 ans et qui m'a fait grand-père. Mon petit-fils, qui est un petit Français, s'appelle François. Il a 20 ans. François est d'ailleurs le nom du premier de Bellefeuille venu en Canada, comme on disait autrefois. Et ma fille, Annick,
elle vit à New York. Alors, j'ai 2 enfants qui vivent à l'étranger. Ça me fait voyager, mais ça me prive aussi du plaisir de les voir venir chez moi très souvent. Ma fille a épousé un médecin américain et elle vit à New York. Et ma femme s'appelle Thérèse Romer. Elle fait aussi du journalisme à sa façon, du journalisme horticole. Elle a créé à Saint-Eustache, chez nous, un des plus beaux jardins privés du Québec. Voilà.